Bon matin tout le monde. Eh bien, on est rendu aux dernières explications, mon dernier vidéo de l'année avec vous. Donc, la correction des activités 3.2. Allons-y. Donc, associe chaque catégorie de réaction chimique à la description appropriée. Bien sûr, il faut se rappeler un petit peu de ce que signifie chacun des termes, chacune des réactions chimiques. Donc, dans le cas d'une synthèse, on parle de molécules simples et on forme des molécules complexes, comme la photosynthèse, qui correspondait à la description 2. Décomposition, c'est l'inverse. Donc, on prend des molécules complexes et on les réduit en des molécules très simples. On pourrait parler de digestion, par exemple. Oxydation, c'est que du côté des réactifs, il va y avoir de l'oxygène. Donc, c'est une réaction avec l'oxygène. La respiration cellulaire, le fait de vivre, ben, c'est un exemple d'oxydation. On pourrait parler d'oxydation au niveau de la rouille, donc du fer qui rouille, tout simplement. Et finalement, la précipitation, ben, c'est une réaction chimique qui va engendrer un produit solide qui va précipiter dans le fond, donc qui est plus lourd finalement que le liquide dans lequel il a été créé, qui normalement, comme solvant, sera de l'eau. Poursuivons. Explique en tes mots ce qu'est un changement chimique. Eh bien, là, on l'a vu quelques fois, hein, un changement chimique, j'espère que c'est clair, c'est que ça va restructurer les molécules. Hein. L'unité de base va être carrément modifiée. Des nouvelles molécules seront créées. Question numéro 3 maintenant. Donc, c'est super important cette question-là parce qu'on veut vraiment que tu reconnaisses à partir d'une équation laquelle des réactions chimiques il y a lieu. Et tu verras que parfois, dans une même équation, il peut y avoir plus d'une réaction chimique qu'on peut repérer. Donc, allons-y avec notre première équation. Donc, ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des molécules très simples et on forme une molécule plus complexe, dont on va parler carrément de synthèse. Hein. Donc, lorsque sur le côté des produits, la molécule est plus complexe que du côté des réactifs, c'est une synthèse. Du côté ici de notre deuxième, ben, on voit une molécule complexe et il n'y a pas de molécule aussi complexe de l'autre côté. Donc, on peut parler de décomposition en ce moment-là. Mais en plus, on voit du côté des réactifs qu'il y a de l'oxygène. Donc, étant donné qu'il y a de l'oxygène, on parle également d'oxydation. Donc, il y a vraiment ici deux réactions. Au niveau de la troisième, on voit deux molécules très simples qui se complexifient. On parle donc de synthèse. On voit l'inverse, molécule complexe qui devient très simple, donc de la décomposition. Au niveau de la cinquième, ce qu'on voit, c'est que les molécules sont quand même grosses, mais on ne voit pas de différence marquée. Hein? Ils se ressemblent tous, ces molécules-là, en termes de grosseur. On ne voit pas non plus qu'il y a de l'oxygène. Il n'y a aucun oxygène de ce côté-ci. Donc, il en reste une. Ça pourrait être la précipitation. Mais pour qu'il y ait de la précipitation, il faut qu'il y ait une création d'un solide du côté des produits. Donc, ce qu'il faut rechercher, comme vous voyez ici en parenthèse, c'est aqueux. Donc, c'est en solution et le seulement, c'est de l'eau. Même chose ici. Donc, c'est du sel, du NaOH. C'est une solution aqueuse. NaNO3 aqueux comme produit et comme on voit ici, la GOH est solide. Donc, ceci prouve finalement qu'il y a un précipité. Si on passe au quatrième, ben, on a le 2Cu solide plus de l'O2 gazeux, donc des petites molécules qui vont former une molécule plus complexe. Donc, on parle de synthèse et on voit du côté des réactifs de l'oxygène, donc une réaction d'oxydation. Et finalement, on part ici pour le G avec une molécule complexe qui devient beaucoup plus simple. Donc, on parle de décomposition. Question maintenant numéro 4. Décrire une propriété chimique du dioxyde de carbone faisant intervenir une réaction de précipitation. On avait déjà vu que dans l'autre devoir, que lorsqu'on prenait par exemple de l'eau chaude et qu'on le mélangeait avec du CO2, eh bien, il y avait, s'il y avait présence de CO2, l'eau chaude réagissait et ça formait carrément, l'eau chaude devient blanchâtre. Donc, c'est carrément un solide qui est créé, qui va même précipiter si on le laisse se reposer. Donc, c'est de l'hydroxyde de calcium qui va être carrément créé. 5. Des changements chimiques se produisent à tout moment chez les êtres vivants. Parmi ces changements, nomme une réaction de décomposition. Ben là, chez les êtres vivants, on va parler par exemple de digestion, d'oxydation, respiration cellulaire. Hein? Donc, on respire, on a besoin d'oxygène. Et de synthèse, ben là, synthèse, on va pratiquement toujours avoir de la photosynthèse qui est faite naturellement sur notre planète. Donc, c'est le procédé majeur
qui fait qu'il y a de la vie sur notre planète. Question maintenant numéro 7. Une réaction de transformation chimique impliquant deux solutés est représentée ci-dessous. Donc, on voit nos réactifs. On a mis des images pour vous aider. Vous voyez que les solutions sont transparentes. Donc, on a du 2KI plus du PBCl. Et lorsqu'on les mélange, on forme carrément du 2KCl et du PB2 solide. C'est lui, notre substance orange, donc du dichlorure de plomb. C'est insoluble, donc ça ne se mélange pas, ça ne se dissout pas dans l'eau. Donc, ça va tout simplement précipiter vers le fond du bécher. De quel type de réaction chimique s'agit-il? Ben, c'est de la précipitation, je viens de le dire, parce qu'on a un solide du côté des produits qui est créé, qui est insoluble et qui va se déposer tout simplement dans le fond. Sachez que le dichlorure de plomb est toxique. Hein? Le dichlorure de plomb, c'est lui ici dans notre équation. Et que le chlorure de potassium est inoffensif. Donc, le chlorure de potassium, c'est lui ici. Explique en quoi cette réaction pourrait être utile. Bien, si on avait, par exemple, une eau qui possède du dichlorure de plomb, donc cette eau-là serait nocive pour l'être humain, les êtres vivants. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement rajouter de l'iodure de potassium. En rajoutant l'iodure de potassium, il va y avoir une réaction chimique. Ça va donc créer du chlorure de potassium et de l'iodure de plomb, du diodure, excusez-moi, de plomb. Et ce qui est cool avec ça, ce qui est vraiment le fun, c'est que lui, vu qu'il va précipiter, dans le fond, on vient de le voir, mais par filtration, on va pouvoir les séparer. Et lui, étant donné qu'il est inoffensif, ben, on ne mettra plus en danger, donc on peut décontaminer carrément de l'eau qui serait malheureusement potentiellement nocive pour les êtres humains ou tout être vivant. Poursuivons avec la question numéro 8. Donc, la réaction du dihydrogène et du dioxygène produit de l'eau, ainsi qu'un fort dégagement d'énergie. Vous avez fait cette expérience-là, peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, mais lorsque, en secondaire 2, vous avez pris une petite éprouvette et vous avez fait l'électrolyse de l'eau. Donc, on a séparé l'oxygène de l'hydrogène. Donc, là, c'est une molécule H2O. Donc, on a pu la séparer grâce à l'énergie électrique qu'on envoyait à l'intérieur de l'eau. Mais on pouvait former de l'oxygène dans une éprouvette et de l'hydrogène. L'oxygène, grâce au test du tison, on pouvait rallumer le tison, comme on a vu dans le chapitre précédent. Mais au niveau du dihydrogène, il fallait présenter une flamme. Et là, vous entendiez une petite explosion. Ça ressemblait beaucoup à pouf! Il y avait vraiment là, une petite explosion douce qui se faisait à l'intérieur. Sauf que ce qui est assez impressionnant, c'est que lorsque cette explosion-là a eu lieu, elle a pris, dans le fond, l'oxygène à l'intérieur de l'éprouvette, plus l'hydrogène. L'énergie a fusionné, a formé une nouvelle molécule d'eau, H2O. Il y a de l'eau qui a été créée, comme on voit ici dans la réaction chimique. Et vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais votre éprouvette était légèrement humide après l'explosion. Quand même assez incroyable. Hein? On parle d'une explosion qui dégage beaucoup de chaleur. C'est l'énergie qui est dégagée. Et à la fin, il y a également de l'eau qui est créée. Et souvent, on va utiliser de l'eau pour éteindre un feu. Fait que, la chimie, c'est assez intéressant, c'est assez stupéfiant à ce niveau-là. Donc, pourquoi ce changement chimique peut-il être considéré à la fois comme une réaction de synthèse, d'oxydation et de combustion? Et là, il faut bien comprendre chacun des termes. Fait que si on regarde l'équation ici, la synthèse, on part de molécules simples et on forme une molécule complexe. Ça, je pense que ça va quand même bien. Oxydation, ça va bien aussi, parce qu'on a de l'oxygène du côté des réactifs. C'est la raison pourquoi c'est une réaction d'oxydation. Et finalement, pourquoi c'est de la combustion? Bien, la combustion, on va parler carrément d'un combustible associé à un comburant qui est l'oxygène. Le combustible va être le dihydrogène. Lorsqu'ils vont brûler, vont dégager beaucoup d'énergie. Eh bien, on le voit dans notre réaction. Hein? Donc, c'est capable de propulser une fusée. Donc, on parle d'une énergie quand même assez monumentale. Et il existe même des moteurs à l'hydrogène sur des voitures. Ça existe déjà avec des piles à combustible. Et ce qui est le fun de ces voitures-là, c'est que c'est cette réaction-là exactement qui a lieu à l'intérieur du moteur. Donc, l'énergie va servir justement à entraîner les roues de la voiture. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'au lieu d'avoir du monoxyde de carbone qui sort de votre exhaust, ben, c'est des vapeurs d'eau. C'est quand même assez étonnant. Donc, le seul facteur polluant, c'est l'eau. Il y a même une compagnie, ça m'échappe là à l'instant,
mais qui va sortir très bientôt un véhicule qui va être capable de faire l'équivalent de 400 km. Ça va être un pick-up, carrément un petit camion léger, qui va être capable de faire 400 km électriquement grâce à ses batteries. Donc là, c'est un processus chimique. Mais en plus, il y a une pile à combustible, donc à l'hydrogène, qui fonctionne à l'hydrogène, qui va lui permettre d'ajouter un autre 400 km. Et comme vous voyez, si on additionne les deux, on pourrait avoir une autonomie de près de 800 km, et ce, sans polluer au Québec seulement. Donc ça, l'année prochaine, vous allez comprendre pourquoi je parle au Québec seulement. Puis à quelques autres endroits dans le monde, mais vous allez voir qu'il faut faire attention avec l'énergie renouvelable, savoir sa source finalement. Et finalement, il nous restait la question 10. En quoi les réactions chimiques illustrées ci-dessous sont-elles semblables? Bien, lorsque on parle ici, on voit l'humain, bien, la réaction ici, ce qu'on voit, c'est du C6H12O6. C'est une des molécules que je vous avais demandé d'essayer de retenir d'ici la fin de l'année. Bien, cette molécule-là, c'est le glucose. Ah, c'est le sucre. C'est un nutriment de base, l'énergie de base qui va être transformée en énergie. En fait, c'est des sucres que vos cellules vont être capables de transformer en énergie. Et vous avez bien sûr besoin d'oxygène, du dioxygène plus précisément. Lorsque vous avez ces deux éléments-là à l'intérieur de vos cellules vont la brûler, vont la transformer, et ce qui va en résulter, bien, il va avoir un déchet, le CO2. Donc, du CO2, c'est ce que tu expires à chaque expiration grâce à ton système respiratoire. Du H2O, encore une fois, ça va être considéré comme un déchet. Là, vous me dites, ouais, il faut boire de l'eau, je le sais, mais n'oubliez pas que trop d'eau peut vous noyer. Donc, votre corps, à chaque expiration, va sortir un peu de vapeur d'eau. Vous pouvez le voir si vous prenez un miroir, hein, tout de suite, vous allez voir le miroir sans buée. Et finalement, l'énergie. Quand on parle de l'énergie, ben, c'est l'énergie vitale qui vous sert à faire tous les mouvements, à vivre finalement. Et vous avez une grosse partie de cette énergie-là sous forme de chaleur. Hein? On est chaud, 37,5 degrés Celsius en moyenne chez les êtres humains. C'est chaud, là. Donc, on passe ça à une température moyenne de la planète de 22-24 degrés. Au niveau de la réaction ici à droite, la deuxième, on voit un feu. Ben, un feu, hein, c'est de la combustion. Puis, longtemps, on a pensé que le feu était vivant, mais ce n'est pas le cas, parce qu'on a déterminé que pour être vivant, ça prend des cellules, donc l'unité de base de la vie. Ici, le feu n'est pas structuré en cellules, hein, donc il va brûler carrément de la matière, mais c'est vrai que quand on regarde un feu, hein, ça grossit, on peut l'alimenter si on ne lui donne pas suffisamment de combustible, un peu comme de la nourriture pour un humain, bien, il va mourir. Si on lui enlève son oxygène comme un humain, il va s'éteindre. Donc, c'est sûr qu'il y a longtemps, on a pensé que le feu était vivant, mais le feu ne l'est pas. C'est une réaction chimique de combustion qui dégage beaucoup de chaleur. Donc, c'est quoi les liens entre les deux? Pourquoi on trouve qu'ils se ressemblent? Bien, premièrement, le feu a besoin d'oxygène. L'humain, lors de la respiration cellulaire, parce que n'oubliez pas, vous êtes un paquet de cellules, a besoin aussi d'oxygène. Premier facteur qui se ressemble. Deuxième facteur, toi, quand tu expires, on le voit dans la réaction chimique, il y a du CO2 qui sort, qui est un des déchets, un gaz mortel. Dans le cas d'un feu, il y a du CO2 aussi. Donc, deuxième ressemblance. Troisième ressemblance, l'énergie. L'énergie, lorsque cette réaction chimique-là, que le glucose brûle, souvent on va parler de brûler de l'énergie, pour parler d'un enfant qu'il faut qu'il bouge, eh bien, lorsqu'on brûle le sucre, vous comprendrez qu'il y a un dégagement d'énergie qui est vital à vous et à moi. Et dans le cas d'un feu, bien, lorsqu'on brûle une bûche, bien, il y a un dégagement d'énergie sous forme de chaleur, un peu comme nous, mais d'une façon souvent plus puissante, et de lumière. Ça, je n'ai pas vu d'humain illuminé tant que ça. Peut-être un jour, qui sait. Donc, ça conclut carrément notre chapitre. Je tiens encore à vous souhaiter une belle été. S'il y a quoi que ce soit, n'oubliez pas, demain, il y a une belle petite conférence, en vidéoconférence. Sur ce, ben, ça a été un plaisir de vous enseigner. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.